À partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, nous reviendrons dans ce journal sur plusieurs grands faits d'actualité de l'année 2024. La séquence s'appelle Rétro 2024, un fait majeur chaque jour et un ou une invitée pour en parler ensuite. Patrice Ferrus nous a rejoint. Bonjour Patrice. Bonjour Pascal. Et votre invitée aujourd'hui, c'est Agnès Levallois. Oui, la vice-présidente de l'IREMO, Institut de recherche et d'études méditerranéennes Moyen-Orient, et qui enseigne aussi à Sciences Po Paris. Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Avant de vous interroger, on évoque la situation au Proche-Orient, quelques points de repère. D'abord, le 7 octobre 2023, un tournant majeur de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien. Au moins 1200 personnes tuées, principalement des civils, en Israël par les attentats terroristes du Hamas, le jour même, ou alors ensuite en captivité dans la bande de Gaza. Israël va ensuite riposter immédiatement, bombarder Gaza et traquer le Hamas. Plus d'un an de guerre en réalité, et très vite ça va se poser la question de la vie des civils palestiniens. L'UNRWA, l'agence onusienne consacrée aux réfugiés palestiniens, a indiqué le mois dernier que depuis le 7 octobre 2023, 43 061 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza. 70% des infrastructures civiles à Gaza ont été détruites ou gravement endommagés. Et puis concernant le Liban, maintenant, les affrontements s'intensifient à partir du 25 octobre avec l'attaque israélienne à Asbaya. C'est la relance d'affrontements entre Israël et le Hezbollah qui provoque l'exode de plusieurs centaines de Libanais et surtout au moins 3300 personnes tuées selon un bilan donné le mois dernier par les Nations Unies jusqu'au cessez-le-feu décidé le 27 novembre dernier entre le Hezbollah et Israël. On a planté un peu le décor. Agnès Levallois, je me tourne vers vous. Quelle analyse faites-vous de cette année qui s'achève sur le Proche-Orient, à Gaza, au Liban ? Alors c'est une année absolument catastrophique, dramatique pour les populations civiles de la bande de Gaza et du Liban, vous l'avez rappelé. Lorsque l'on voit l'ampleur des destructions menées par Israël dans la bande de Gaza, on se demande quel est l'objectif recherché aujourd'hui par Israël. L'objectif de guerre, je le rappelle, c'était de détruire le Hamas et les infrastructures du Hamas. Alors ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ces infrastructures, elles ont toutes été visées, détruites, et donc on se demande aujourd'hui ce que cherche Israël en continuant à bombarder tous les jours des centres de soins, des écoles, avec un bilan humain de tous les jours de dizaines et de dizaines de Palestiniens. Donc la question, quel est l'objectif ? L'objectif, pour moi, aujourd'hui, il est simple, rendre ce territoire invivable pour que les Palestiniens en partent. Et on voit bien qu'on est loin de l'objectif de guerre d'Israël, qui était simplement, si je puis dire, de détruire le Hamas. Là, c'est de rendre ce territoire invivable pour les Palestiniens. Et une fois que ce travail a été fait, et même s'il continue, eh bien, l'objectif, c'est d'atteindre le Liban. Et on voit bien que dans cette stratégie menée par Israël, eh bien, c'est de faire en sorte que les pays voisins, donc les Palestiniens, alors c'est pas un pays, mais la bande de Gaza, la Cisjordanie et le Liban, finalement, ne puissent plus représenter à terme un danger pour Israël. Et donc, tous les moyens sont bons pour atteindre cet objectif, selon les Israéliens, quitte à tuer des centaines et des milliers de civils, comme c'est le cas dans la bande de Gaza. Agnès Levallois, je veux rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous parliez du Hamas, il semble en déroute à Gaza, mais qu'en est-il du Hezbollah au Liban ? Alors le Hezbollah est sérieusement affaibli, puisque les bombardements qui ont visé les infrastructures du Hezbollah, mais également tout le commandement du parti, fait que c'est aujourd'hui un mouvement qui existe, qui continue à être présent sur la scène libanaise, mais qui n'a plus du tout les mêmes capacités qu'auparavant, et ce qui peut laisser penser qu'il n'aura pas le même poids au sein des institutions politiques, et certains espèrent que ça va être l'occasion justement de relancer un processus politique, puisque je rappelle qu'il n'y a pas de président au Liban depuis plus de 2 ans maintenant, à cause de ce blocage, et l'affaiblissement du Hezbollah peut permettre aux députés qui composent le Parlement libanais de se réunir aujourd'hui, de se mettre d'accord sur le nom. Une réunion est convoquée le 12 janvier. Et comment sortir de ce blocage, de cette impasse, alors que l'ONU n'est visiblement pas un interlocuteur aux yeux d'Israël ? Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'interlocuteur. On est simplement dans un rapport de force. Israël, soutenu par les Américains de façon massive, veut imposer son ordre, le nouvel ordre qu'il considère être le sien, et en faisant fi de toutes les résolutions de l'ONU, de tout ce que l'ONU peut
proposé. Et donc, on est revenu à la force brute, le rapport de force. Je suis le plus fort, j'écrase, quelles qu'en soient les conséquences. Vous avez parlé effectivement d'interlocuteurs côté israélien concernant les interlocuteurs palestiniens à Gaza ou en Cisjordanie. Est-ce qu'il y a aussi de ce côté-là des interlocuteurs pour sauver la paix, pour lancer cet appel à la paix? Alors pour qu'il y ait la paix, il faudrait qu'Israël souhaite la paix. Or il est clair qu'Israël étant uniquement dans une démarche militaire et donc de rapport de force, il n'y a pas de place pour la négociation. Les Palestiniens, eux, de leur côté, essayent de se réunir. Mais vous savez qu'il y a deux entités. Il y a celle du Hamas dans la bande de Gaza, l'autorité palestinienne en Cisjordanie, et que cette autorité est complètement délégitimée puisque son chef, Mahmoud Abbas, est un vieux monsieur qui n'est plus en mesure de faire quoi que ce soit. Le Hamas qui est effectivement complètement affaibli aussi, mais entend quand même faire partie d'une délégation, si un jour une délégation palestinienne pouvait voir le jour pour des négociations. Mais aujourd'hui, clairement, les cartes sont entre les mains des Israéliens. C'est eux qui peuvent ou non lancer une négociation. Et concernant les otages israéliens, pourquoi ça piétine encore ? Parce qu'Israël n'a pas du tout décidé d'en faire sa priorité. Et ça, c'est un changement radical de la part des Israéliens. Netanyahou, lui, veut absolument continuer à bombarder. Et s'il négocie un accord avec libération des otages, les bombardements s'arrêteront de fait, puisque ça ferait partie de ce cessez-le-feu, de la négociation. Or, il est clair qu'aujourd'hui, Israël n'en veut pas, veut continuer cette destruction massive de la bande de Gaza. Et dans ce dossier du Proche-Orient s'ajoute maintenant la chute ce mois de décembre du régime syrien de Bachar el-Assad. Qu'est-ce que ça peut changer ? Alors ça, c'est un élément, et je crois qu'il faut s'y arrêter quelques instants, vraiment très important pour les Syriens et les Syriennes qui vivent depuis 54 ans sous le joug de ce système autoritaire, de cette dictature. Et donc la chute du régime de Bachar el-Assad est un point extrêmement positif pour les Syriens. Maintenant, et là aussi on le voit, depuis une semaine, Israël bombarde systématiquement les positions de l'armée syrienne, ce qui affaiblit le pays. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que la communauté internationale accompagne cette transition qui est en cours en Syrie, puisque cette révolution qui a été menée par les Syriens a été menée uniquement par les Syriens, et ça c'est un fait suffisamment important pour être souligné, pour montrer à quel point ce qui s'est passé à Damas il y a un peu plus d'une semaine est très important. Et donc il faut laisser les Syriens gérer leur transition en les accompagnant le plus possible, mais dans un contexte effectivement régional que l'on vient de décrire, qui est extrêmement instable, avec un chaos terrible. Et donc la crainte, c'est que cet environnement régional complique cette transition syrienne qui se déroule aujourd'hui à Damas. Et un dernier mot, comment voyez-vous l'année 2025 qui arrive ? Alors, moi, j'ai un espoir avec la Syrie, avec cette transition, estimant que là, il y a quelque chose de possible. Mais est-ce que les éléments extérieurs laisseront cette transition se dérouler ? Mon inquiétude, c'est cette stratégie dans laquelle Israël est lancé, c'est-à-dire de toute puissance, une espèce d'ivresse de la victoire côté israélien, mais avec des conséquences, me semble-t-il, dramatiques pour la région, parce qu'on ne peut pas écraser tous ses voisins et que le seul langage de la force ne me permet pas d'envisager une paix à terme pour les pays de la région. Donc mon inquiétude, elle est du côté Israël-Palestine, avec un espoir côté syrien. Mais ces différents dossiers étant liés, évidemment, c'est très difficile d'avoir une prospective un peu pertinente. Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Agnès Levallois. Et nous, Patrice, on se retrouve demain pour le deuxième volet de cette rétrospective 2024. Oui, il sera question, Pascal, de cette présidentielle aux États-Unis qui a vu le mois dernier le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.